L'investisseur intelligent par Benjamin Graham, l'édition française traduite à partir de l'édition révisée de 1978, l'original datant de 1949, 8. Chapitre 1, l'investissement et la spéculation. Ce chapitre décrit les principaux concepts et notre vision de ce que nous considérons comme étant une bonne stratégie. Investissement ou spéculation ? Comment définir le terme investisseur ? Tout au long de ce livre, ce vocable sera utilisé par opposition à celui de spéculateur. Si nous remontons à 1934 et à notre ouvrage séminal Security Analysis, nous avions tenté de formuler avec précision les deux termes. Un investissement est une opération financière qui, après analyse approfondie, garantit le capital investi et promet un rendement satisfaisant. Les opérations qui ne respectent pas ces exigences sont dites spéculatives. Si nous nous sommes toujours tenus à cette définition, et ce depuis 38 ans, il faut souligner que l'utilisation du terme investisseur a radicalement changé depuis cette époque. D'abord, après la débâcle des années 1929-1932, toutes les actions, sans exception, furent considérées comme des valeurs spéculatives par nature. D'ailleurs, une personnalité reconnue affirma tout bonnement que seules les obligations pouvaient s'assimiler à des investissements. Nous devions alors défendre notre définition face à ceux qui nous reprochaient d'être trop vagues. Maintenant, c'est tout le contraire. Nous devons empêcher nos lecteurs d'accepter l'usage courant du terme investisseur, qualifiant ainsi tous ceux qui s'intéressent à la bourse. Dans notre précédente édition, nous citions le titre à la une d'un grand quotidien financier daté de juin 1962. « Pessimisme chez les petits porteurs, ils vendent à découvert ». Or, en octobre 1970, le même journal publiait un éditorial critiquant les investisseurs téméraires qui achetaient tout et n'importe quoi. Ceci illustre bien la confusion qui, depuis des années, existe dans l'utilisation des expressions investissement et spéculation. Imprégnez-vous de la définition de l'investissement que nous suggérions ci-dessus et comparez-la à une vente à découvert passée par un néophyte ne détenant même pas ce qu'il vend et qui est totalement convaincu qu'il pourra racheter le titre à moindre prix. Là, je fais une petite pause et je vais vous relire, comme Benjamin Graham le suggère, sa définition. Un investissement est une opération financière qui, après analyse approfondie, garantit le capital investi et promet un rendement satisfaisant. Les opérations qui ne respectent pas ces exigences sont dites spéculatives. Je reprends. Donc au sujet des spéculateurs qui vendent des actions à découvert, en 1962, lors de la publication de l'article, le marché sortait d'une longue période de baisse et s'apprêtait à repartir à la hausse. Autrement dit, c'était le plus mauvais moment pour se placer à découvert. L'expression « investisseur téméraire » porte en elle une contradiction amusante. C'est un peu comme si l'on parlait d'un avare généreux, un oxymore cependant moins dangereux que dans l'exemple précédent. Ce quotidien financier utilisait le terme « investisseur » dans les deux cas, car dans le langage commun, quiconque achète ou vend des actions est aujourd'hui un investisseur. Peu importe ce qu'il achète, à quel prix et comment, comptant ou à terme, c'est un investisseur. Cette situation est à mettre en parallèle avec l'attitude du grand public envers les actions en 1948, à une époque où plus de 90% des gens étaient opposés à l'achat de toute action. Pour moitié d'entre eux, la raison qu'ils invoquaient était « c'est risqué, c'est du casino », et pour l'autre, je n'y connais rien, alors je préfère rester à l'écart. Bien sûr, il est ironique, mais pas surprenant, de qualifier l'achat d'actions de spéculatif ou risqué quand elles sont les plus intéressantes en termes de valeur, juste avant que le marché ne reparte à la hausse. En revanche, le fait que les actions aient en d'autres temps atteint des niveaux si faibles, à en juger par notre expérience, nous invite à les considérer comme un investissement et à qualifier les boursicoteurs d'investisseurs.
Savoir en bourse faire la distinction entre investissement et spéculation est salutaire. Leur confusion est une cause d'inquiétude. Nous avons toujours dit que Wall Street, en tant qu'institution, aurait intérêt à promouvoir cette différence auprès du grand public, faute de quoi les sociétés d'investissement risquent un jour d'être tenues pour responsables de pertes spéculatives énormes par des victimes insuffisamment informées. Autre ironie de l'histoire, nombre de problèmes financiers auxquels sont aujourd'hui confrontées les sociétés de bourse sont la conséquence de l'achat de titres spéculatifs en fonds propres. Nous croyons que le lecteur saura être plus clairvoyant quant aux risques inhérents à tout placement en actions. Ces risques sont aussi attachés aux opportunités de plus-value. Les deux parties de l'équation sont donc à considérer dans la prise de décision. Ce que nous signifions, c'est qu'il n'existe probablement pas de pure stratégie d'investissement en actions, car dans l'absolu, les achats ne se font jamais à un cours plancher qui mettrait l'investisseur à l'abri de tout risque de baisse du cours. L'investisseur doit se rendre à l'évidence. La plupart du temps, il existe bel et bien un facteur spéculatif dans tout placement en action. Le rôle de l'investisseur est de minimiser ce facteur tout en se préparant financièrement et psychologiquement à enregistrer des pertes sur des durées plus ou moins longues. 2 paragraphes seront consacrés à la pure spéculation qui est à distinguer du facteur spéculatif inhérent à tout placement boursier. La spéculation en soi n'est ni illégale, ni immorale, mais dans la plupart des cas, elle ne vous enrichira pas. Bien sûr, un peu de spéculation est nécessaire, voire inévitable, dans la mesure où tout placement en action est risqué, et ce risque est assumé par l'actionnaire. Comme il existe un investissement intelligent, il existe aussi une spéculation intelligente. En revanche, les exemples de mauvaise spéculation sont nombreux. À titre d'exemple, 1. Spéculer alors que l'on croit investir. 2. Spéculer alors que l'on n'a ni les connaissances ni les capacités pour le faire. 3. Mettre plus de capital dans un placement spéculatif qu'on ne peut se permettre d'en perdre. Si nous prenons notre définition du terme spéculation, tout investisseur individuel non professionnel qui utilise un compte sur marge pour acheter des titres, c'est-à-dire à crédit, est ipso facto un spéculateur et son courtier a pour devoir de l'avertir. De même, tous ceux qui achètent une valeur travaillée ou qui parient sur un événement spéculent ou jouent comme au casino. Spéculer est envoûtant et amusant. Si vous voulez vous y aventurer, ne placez qu'une fraction de votre capital, la plus petite possible, sur un compte dédié à ce but. Ne gonflez pas ce compte au motif que la bourse monte et que les profits chutent. C'est plutôt le moment d'empocher vos gains. Ne confondez pas investissement et spéculation dans vos comptes comme dans votre tête. Les performances promises à l'investisseur passif. Je répète, dans tout ce bouquin, quand on parle d'investisseur passif, il faut entendre défensif. Pas investisseur passif, comme on dit aujourd'hui, pour quelqu'un qui va investir directement sur des indices sans faire de sélection. Généralement, aujourd'hui, quand on dit investisseur passif ou actif, c'est ceux qui choisissent ou ceux qui, au contraire, ne choisissent pas. Là, passif, ça veut dire défensif. D'ailleurs, le traducteur aurait pu faire l'effort de travailler ça. Bon, c'est pas grave. Les performances promises à l'investisseur passif ou défensif. Nous avons déjà défini l'investisseur défensif comme étant celui qui recherche avant tout la sécurité dans ses décisions. Quelle approche doit-il suivre et quelle rentabilité peut-il espérer dans des conditions normales de marché, si de telles conditions existent bel et bien? Je ne sais pas si elles existent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y est pas en ce moment. Pour répondre à ces questions, nous allons d'abord revenir sur ce que nous écrivions à ce sujet il y a 7 ans, avant d'aborder ce qui a changé depuis. Enfin, nous décrirons ce que l'investisseur peut faire et est en droit d'attendre aujourd'hui, en l'occurrence en ce début d'année 1972. Moi, j'aime beaucoup
cette lecture historique, parce que ça nous rappelle que finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. 1. Ce que nous avons dit il y a 7 ans, c'est-à-dire en 1965, ou 6. Nous recommandions à l'investisseur de répartir ses placements entre des obligations bien notées et des actions de fonds de portefeuille. Les obligations représentant entre 25 et 75% du total, ou simplement en divisant le portefeuille en 2 parts égales pour le rééquilibrer lorsque l'écart dépassait 5%. L'autre possibilité consistait à réduire la composante des actions à 25% si le marché était trop haut, ou à l'augmenter jusqu'à 75% si la baisse des cours avait rendu les actions très attractives. En 1965, la performance des obligations de première catégorie atteignait 4,5% et 3,5% pour celles non imposables. Or, le rendement du dividende des grosses capitalisations, avec un Dow Jones à 892, ne s'élevait qu'à 3,2%. Cette faible rentabilité des actions incitait les investisseurs à rester prudents. À cette époque, nous laissions entendre qu'à un niveau normal de marché, l'investisseur pouvait envisager un rendement compris entre 3,5 et 4,5% pour les seuls dividendes auxquels il fallait rajouter une appréciation des cours sensiblement égale, pour atteindre une rentabilité totale de 7,5% l'an. Une répartition à parts égales entre actions et obligations permettait d'avoir une rentabilité de 6% avant impôt. Nous précisions en outre que la composante en actions jouait un rôle d'amortisseur contre une baisse du pouvoir d'achat provoquée par une forte inflation. Nous précisions que nos calculs étaient fondés sur une hypothèse de hausse de la bourse bien inférieure à la moyenne historique de la période 1949-1964. Or, sur cette période, la hausse annuelle des cours fut en moyenne supérieure à 10%, ce qui laissait penser que ce taux resterait le même à l'avenir. Peu d'observateurs ont compris que cette hausse des cours anormalement forte signifiait que les cours étaient désormais trop hauts, comparé à aujourd'hui. Et par conséquent que les résultats formidables obtenus depuis 1949 ne laissaient pas présager de belles performances, mais plutôt le contraire. Que s'est-il passé depuis 1964 ? L'évolution marquante depuis 1964 est la hausse des taux d'intérêt des obligations de première catégorie à des niveaux inconnus jusqu'alors, même si ces taux ont légèrement diminué depuis 1970. Le rendement offert par des obligations peu risquées d'entreprise s'élève à 7,5% environ aujourd'hui, contre 4,5% seulement en 1964. Dans le même temps, le rendement en dividende du Dow Jones a augmenté de concert à la chute des bourses en 1969-1970. Au moment où nous écrivons ces lignes, avec un Dow Jones à 900, le rendement des actions est de 3,5% contre 3,2% en 1964. La hausse des taux d'intérêt a dans le même temps entraîné une dépréciation de 38% des cours des obligations de maturité moyenne, entre parenthèses 20 ans. Ces évolutions peuvent paraître paradoxales. En effet, en 1964, nous soulignions que le niveau élevé des actions les rendait vulnérables à une baisse générale de la bourse. Mais nous avions passé sous silence ce même risque pour les obligations, et nous n'étions pas les seuls. Tout juste avertissions-nous nos lecteurs que les obligations à longue échéance pouvaient voir leur cours fortement fluctuer en réponse aux évolutions des taux d'intérêt. Au vu de ce qui s'est passé, nous reconnaissons volontiers que cet avertissement n'était pas suffisamment appuyé. En fait, l'investisseur qui a investi dans l'indice Dow Jones fin 1964, avec un DJIA, Dow Jones Industrial Average, à 874, est légèrement gagnant aujourd'hui à la fin 1971. Même au plus bas de 1970, lorsque le Dow Jones était à 631, sa perte aurait été inférieure à celle subie en investissant dans des obligations peu risquées et de longue maturité. Cela étant, si l'investisseur avait opté pour des obligations à court terme ou des dépôts d'épargne rémunérés, il n'aurait subi aucune perte sur le principal et il aurait même touché des coupons bien supérieurs aux dividendes des actions. Les instruments monétaires furent donc le meilleur placement sur la période 1964-1971, même si en théorie les actions sont préférables en période inflationniste. Ajoutons que la baisse des marchés obligataires est la conséquence de l'évolution profonde des marchés monétaires
changement qui jusqu'alors n'avait pas eu d'incidence sur les stratégies des investisseurs individuels. Ne voyez là qu'un exemple de plus pour illustrer le caractère imprévisible de la bourse. L'histoire nous apprend que le cours des obligations fluctue beaucoup moins que celui des actions et que les investisseurs peuvent donc acheter les titres obligataires peu risqués sans trop se préoccuper des variations de leur cours. Cette règle souffre de quelques exceptions, la période 1964-1971 en est manifestement une. Nous reviendrons sur ce point dans un prochain chapitre. Excusez-moi. Perspectives et stratégies d'investissement début 1972. Fin 1971, les obligations de maturité moyenne émises par des entreprises bien notées et des collectivités territoriales offraient un rendement respectif de 8% et de 5,7%. Celles à 5 ans du Trésor public américain affichaient un rendement de 6% et sont sans risque si l'investisseur les conserve jusqu'à leur échéance relativement proche. Or, actuellement, le Dow Jones est à 900 et offre un rendement sur dividende de 3,5%. Partons de l'hypothèse déjà évoquée que toute décision d'investissement consiste à arbitrer entre un portefeuille d'obligations de première catégorie bien notées, ou des instruments monétaires, et un portefeuille de blue chips. Que doit faire l'investisseur ? Pardon, je vous précise, blue chips, c'est en américain ce qu'on appelle les plus grosses capitalisations boursières, celles qui sont censées être les plus sûres. Que doit faire l'investisseur alors que rien ne laisse présager à moyen terme une évolution de la bourse à la hausse ou à la baisse ? Sans évolution contraire des marchés, l'investisseur passif peut s'attendre à percevoir un rendement de 3,5% sur son portefeuille d'actions, auquel peut s'ajouter une plus-value moyenne proche de 4% par an. Comme nous l'expliquerons plus loin, cette plus-value est le résultat du réinvestissement des profits non distribués aux actionnaires. Avant impôt, la rentabilité moyenne du portefeuille actions est donc de l'ordre de 7,5%, soit un peu moins que les taux offerts par les coupons d'obligations de première catégorie. Après impôt, la rentabilité des actions est de l'ordre de 5,3%, soit à peu de choses près ce que rapportent des obligations des collectivités non soumises à l'impôt ou les obligations de maturité moyenne. Par rapport à notre analyse de 1964, ces perspectives sont comparativement bien moins favorables aux actions qu'aux obligations. Ceci tout simplement parce que les rendements obligataires se sont bien plus appréciés que les rendements des actions. Il ne faut pas perdre de vue que le paiement du principal et des coupons d'obligations de première catégorie offre une meilleure garantie que celui du dividende et des plus-values des actions. Tout cela nous amène à dire qu'en cette fin d'année 1971, il est préférable d'investir sur le marché obligataire plutôt que sur le marché action. Si nous sommes convaincus par cette conclusion, nous ne pouvons qu'encourager l'investisseur passif à placer la totalité de son capital sur des valeurs obligataires et ignorer les actions tant que le différentiel de rentabilité ne revient pas largement en faveur des actions. Naturellement, nous ne pouvons pas être sûrs que les obligations feront mieux que les actions. Le lecteur pourra objecter, à juste titre d'ailleurs, que l'inflation peut changer les termes de l'équation. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le prochain chapitre. Nous montrerons que l'observation de l'inflation au cours du XXe siècle ne peut justifier d'arbitrer en faveur des actions, en tout cas au niveau actuel du différentiel avec les rendements obligataires. Ça, retenez bien ça pour aujourd'hui. L'observation de l'inflation au cours du XXe siècle ne peut justifier d'arbitrer en faveur des actions. En tout cas, au niveau actuel du différentiel avec les rendements obligataires, ça c'est pas vrai pour le coup aujourd'hui, mais la première partie de la phrase, je pense, est très vraie encore aujourd'hui. Cela étant, il ne faut pas négliger la probabilité, même si elle est faible, de connaître une accélération de l'inflation qui favoriserait les actions aux dépens des obligations non indexées sur l'inflation. Ça, c'est un autre bon conseil, les obligations indexées sur l'inflation. Il existe aussi un autre scénario, à notre avis peu probable, où l'économie américaine est si prospère, sans reprise de l'inflation, que le marché actions monte très haut. Enfin, il y a la possibilité plus probable de voir une nouvelle hausse importante des marchés boursiers sans réelle justification en termes de valeurs sous-jacentes. Chacun de ces scénarios, et d'autres que nous n'avons même pas imaginés, peut conduire l'investisseur à regretter d'être totalement investi en obligations, même à des niveaux de rendement très intéressants.
C'est bon pour nous, ça. Hein. Je pense que vous pouvez être dans ce cas-là. Après cette brève analyse, nous en venons donc à énoncer une politique d'investissement à destination de l'investisseur passif qui est faite de compromis, à savoir placer une part importante de ses capitaux sur des titres obligataires et une autre part non moins importante sur des actions. La vérité d'hier, une répartition à part égale, tient toujours aujourd'hui sous réserve d'allouer en fonction du jugement de chacun entre 25 et 75% du total sur chacun des deux compartiments. Nous détaillerons ces différentes stratégies dans un prochain chapitre. Entendu que la rentabilité offerte par le marché action est sensiblement la même que celle obtenue sur le marché obligataire, le rendement d'un portefeuille, plus-value incluse, dépend donc peu de sa composition, quelle que soit la classe d'actifs. La rentabilité globale est de l'ordre de 7,8% brut et de 5,5% après impôt. Un tel rapport est nettement meilleur que ceux observés par le passé par l'investisseur prudent. Cette rentabilité peut paraître bien faible par rapport aux 14% enregistrés en moyenne par la bourse entre 1949 et 1969. Encore faut-il rappeler qu'entre 1949 et 1969, le Dow Jones a été multiplié par 5, alors que les bénéfices et les dividendes n'ont fait que doubler. Autrement dit, cette performance est plus à mettre au crédit d'une évolution du comportement des investisseurs qu'à celle des fondamentaux des entreprises. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est lié aux fondamentaux des entreprises et qu'est-ce qui est lié au comportement des investisseurs? Dans une certaine mesure, c'est ce que l'on pourrait appeler du bidouillage. Dans notre propos, nous faisons allusion aux 30 valeurs qui composent l'indice Dow Jones Industrial Average. C'est seulement par souci de simplicité que nous avons pris ces titres pour exemple. Cela ne veut pas dire que l'investisseur doit se limiter à ces valeurs à l'exclusion de toutes les autres. Il y a beaucoup d'autres entreprises de qualité équivalentes à celles constituant l'indice Dow Jones, voire meilleures en termes de fondamentaux économiques. C'est notamment le cas des sociétés de services publics qui n'entrent pas dans la composition de l'indice Dow Jones. Il faut savoir que la performance obtenue par l'investisseur passif sera approximativement la même s'il détient un portefeuille de titres diversifiés. Ni lui ni un professionnel ne saura a priori sélectionner le meilleur portefeuille. Il est vrai que tout l'art de l'investissement est supposé reposer sur la faculté de choisir des titres qui battront le marché. Pour des raisons que nous verrons plus loin, nous pensons que l'investisseur passif est en général incapable de battre le marché. C'est aussi vrai pour les gérants de fonds diversifiés. Nous allons illustrer ce point par un exemple qui, a priori, semble prouver le contraire. De décembre 1960 à décembre 1970, le Dow Jones est passé de 616 à 839 points, soit une hausse de 36%. Dans le même temps, l'indice Standard & Poor's, beaucoup plus large puisqu'il est composé de 500 valeurs, s'est apprécié de 58%, passant de 58,11 à 92,15 points. À l'évidence, le deuxième indice a fait bien mieux que le Dow Jones, mais qui aurait été assez téméraire pour prévoir en 1960 qu'un portefeuille de titres aussi hétérogène aurait battu l'aristocratie de la bourse composée des 30 tyrans du Dow Jones. Ceci est une preuve supplémentaire que la fiabilité des prévisions boursières tant en valeur relative qu'absolue tient à la chance. Inutile de s'excuser pour ces redites, car vous ne serez jamais trop mis en garde. C'est un leurre qu'espérer battre le marché en participant aux introductions en bourse ou en faisant des coups dans l'espoir d'une plus-value facile. À long terme, vous êtes sûr du contraire. L'investisseur passif doit seulement s'intéresser aux titres de grandes entreprises en bonne santé. Tout analyste financier qualifié est capable de dresser cette liste. Les investisseurs actifs pourront s'aventurer sur d'autres catégories de titres, mais ils prendront soin de faire leur choix sur des critères bien établis et une analyse clairvoyante. Pour conclure cette section, laissez-nous vous présenter de façon succincte 3 concepts ou méthodes à l'usage de l'investisseur défensif. La première est d'acheter des parts de fonds communs de placement de qualité plutôt qu'investir directement en actions. L'investisseur défensif peut aussi donner un mandat de gestion à des sociétés d'investissement réputées. Cela lui permettra d'avoir un portefeuille géré par des professionnels. La deuxième technique consiste à moyenner, ce qui signifie placer le même montant à fréquence régulière.
L'intérêt de cette méthode est de contraindre l'investisseur à acheter plus d'actions quand le marché est bas que lorsqu'il est haut. L'appréciation d'une stratégie dénommée investissement à formule. Cette stratégie est l'application d'une stratégie dénommée investissement à formule. Pour terminer, nous avons fait allusion à une troisième méthode quand nous suggérions d'allouer une proportion d'actions comprise entre 25 et 75% du portefeuille. Toutes ces méthodes ont de nombreux mérites que nous détaillerons dans les prochains chapitres. Les performances promises à l'investisseur actif. Notre investisseur actif cherchera à faire mieux que l'investisseur passif. Mais il lui faudra d'abord se garantir de faire pire. En effet, en matière d'investissement, la sueur et la douleur ne garantissent pas le succès, loin de là. Les vertus du travail, si elles sont mal utilisées, deviennent vite des handicaps. Il est donc primordial que l'investisseur actif comprenne d'abord quelles sont les méthodes qui offrent le plus de chances de réussite et celles qui conduisent tout droit à l'échec. Passons d'abord en revue les techniques préférées des investisseurs et des spéculateurs pour battre le marché. On trouve pêle-mêle 1. Suivre la tendance du marché, c'est-à-dire acquérir des actions quand le marché monte et vendre une fois qu'il s'est retourné. Les titres sélectionnés sont généralement ceux qui se sont le mieux comportés sur le marché. Quelques professionnels se lancent aussi dans la vente à découvert. Dans ce cas, ils vendront des titres qu'ils ne détiennent pas et ils emprunteront le montant en garantie à l'aide de mécanismes propres à la bourse. Leur objectif est de profiter de la chute anticipée des cours de ces titres pour les acheter moins cher qu'ils ne les ont vendus à l'origine pour rembourser les prêteurs. Comme cité en début d'ouvrage par le Wall Street Journal, même les petits porteurs bannissaient ce terme, cessaient maladroitement à la vente à découvert. 2. Investir avec une vision court terme. Il s'agit d'acheter les titres d'entreprises qui annoncent ou doivent annoncer des résultats à la hausse ou de bonnes nouvelles. 3. Miser à long terme. Ici, l'accent est mis sur l'excellence des performances historiques supposées se perpétuer. Dans certains cas, le supposé investisseur sélectionne des valeurs qui n'ont pas encore de bons résultats, mais qui sont supposées offrir de bien meilleures perspectives. Ces entreprises évoluent souvent dans les secteurs de haute technologie, informatique, pharmacie, électronique, et développent de nouveaux procédés ou de nouveaux produits qui paraissent prometteurs. C'est très rigolo, ça, de voir pharmacie et technologie l'un à côté. Nous avons déjà exprimé nos doutes sur les chances de succès laissées à ceux qui s'aventurent sur ces chemins. Nous avons déjà écarté du champ de l'investissement la première stratégie, tant pour des raisons théoriques que pratiques. Suivre la tendance du marché n'offre aucune garantie de hausse ni une rentabilité adéquate. Nous développerons ce point dans un prochain chapitre. Quant à l'investisseur qui s'échine à sélectionner des valeurs prometteuses à court et à long terme, il est confronté à 2 obstacles. L'erreur humaine et la concurrence. Il peut se tromper dans ses prévisions et même s'il a raison, le cours peut déjà intégrer ses anticipations. Les résultats courants des sociétés et ceux à venir, dès lors qu'ils sont fiables, sont déjà pris en compte par le marché. Par conséquent, celui qui fonde sa stratégie d'achat sur la base de bons résultats de l'année en cours ou sur les rumeurs de ceux à venir risque d'être confronté à d'autres investisseurs prenant les mêmes décisions pour les mêmes raisons. Quant à ceux qui fondent leur choix sur les perspectives à plus long terme, ils rencontrent les mêmes problèmes. La possibilité de se tromper dans leurs prévisions, comme pour les compagnies aériennes du chapitre précédent, est d'autant plus grande qu'ils extrapolent à long terme. Le plus souvent, même les experts se trompent. En théorie, l'investisseur ne peut tirer parti des prévisions que si les marchés font fausse route. Mais ce n'est qu'un vœu pieux. Combien sont-ils ceux qui peuvent compter sur leur perspicacité et leur intuition pour battre des analystes professionnels à leur propre jeu, évaluer les perspectives bénéficiaires? Cela nous mène droit à une conclusion logique mais néanmoins déroutante. Pour avoir une chance raisonnable de battre le marché, l'investisseur doit s'en tenir à appliquer des stratégies qui sont connues pour être robustes et prometteuses et qui ne sont pas en vogue sur les marchés. Très important ça. Est-ce que ces stratégies existent? Oui, en théorie, mais nous avons aussi toutes les raisons de croire que c'est également vrai en pratique.
Chacun sait que les mouvements de cours engendrés par la spéculation vont toujours trop loin dans un sens ou dans l'autre, touchant parfois toute la bourse et plus fréquemment plusieurs valeurs. Sans compter qu'un titre peut être sous-évalué tout simplement parce qu'il n'intéresse personne ou parce qu'il est maltraité. Nous pouvons ajouter et affirmer que beaucoup d'investisseurs sur le marché action ne font pas la distinction entre les différentes parties de leur anatomie, pour rester poli. C'est énorme. Nous releverons dans cet ouvrage de très nombreux exemples où apparaissent des différences flagrantes entre la valeur des marchés, le cours, et la valeur intrinsèque d'une action. Il semble donc possible pour quelqu'un d'intelligent qui sait manier les chiffres de s'enrichir aux dépens de la folie des autres. Ça, c'est peut-être la phrase la plus importante de ce livre. Il semble donc possible pour quelqu'un d'intelligent qui sait manier les chiffres de s'enrichir aux dépens de la folie des autres. Attention, cela n'a tout de même rien d'aussi évident qu'il n'y paraît. Acheter un titre négligé par les investisseurs et donc sous-évalué pour faire une plus-value est une expérience qui peut traîner en longueur et mettre votre patience à rude épreuve. De même, vendre à découvert un titre demandé, donc surévalué, est non seulement une épreuve de courage et de résistance, mais aussi un test de votre pouvoir financier. Une vente à découvert, ça coûte vite très cher. Réussir n'est pas une mission impossible, mais c'est un art difficile à maîtriser. Il existe aussi nombre de situations particulières qui peuvent offrir une rentabilité de 20%, voire plus, à qui sait les exploiter. Il s'agit d'opérations d'arbitrage sur titre, d'intervention sur des valeurs de société en dépôt de bilan ou d'opérations de couverture. Le cas le plus courant est celui de projets de fusion-acquisition permettant de revendre certaines classes d'actions à des cours plus élevés qu'au jour de l'annonce de l'opération. Ces opérations se sont multipliées ces dernières années et ce fut une période bénie pour les plus avertis. Mais avec l'augmentation des projets de fusion-acquisition, de nouveaux obstacles sont apparus, empêchant la concrétisation de certaines opérations. Les investisseurs qui avaient connu des jours heureux ont amassé des pertes. La concurrence entre investisseurs a probablement érodé les profits. La chute de rentabilité de ce type d'opération financière est la manifestation d'une sorte de processus d'autodestruction, un peu comme la loi des rendements décroissants, qui n'a fait que s'accélérer depuis la première édition de ce livre. En 1949, nous présentions une étude sur l'évolution historique des cours de bourse des 75 dernières années pour déterminer à partir d'une formule basée sur les bénéfices et les taux d'intérêt courants des seuils d'achat du Dow Jones situés en dessous d'une valeur moyenne ou intrinsèque et des seuils de vente au-dessus de ces niveaux. Ce n'était là qu'une application de la fameuse maxime des Rothschild « achetez bas et vendez haut ». Cette formule offrait l'avantage d'aller à contre-courant de la philosophie dominante qui consistait à acheter à la hausse et vendre à la baisse. Hélas, après 1949, cette formule n'a plus marché. La fameuse théorie de Dow sur l'évolution des cours est une autre illustration du danger de ces méthodes prêtes à l'emploi. En effet, si les performances enregistrées par la théorie de Dow furent impressionnantes de 1897 à 1933, elles furent bien décevantes ensuite. Analysons un troisième et dernier exemple de ce que furent des opportunités qui aujourd'hui n'existent plus. Bon nombre de nos opérations d'investissement s'intéressaient à l'achat de valeurs bradées ou boudées par le marché, que nous définissions comme étant les titres dont les cours étaient inférieurs à leur fonds de roulement net. À l'évidence, ces titres se vendaient à un prix bien inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Dans ces conditions, aucun propriétaire, aucun actionnaire majoritaire ne braderait les actifs industriels de son entreprise au prix donné par le cours de l'action. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, ces anomalies n'étaient pas si rares. Nous avons publié en 1957 une liste de 200 titres offrant de telles caractéristiques. Tôt ou tard, ces valeurs ont toutes tenu leur part. Tôt ou tard, ces valeurs ont toutes tenu leurs promesses et leur performance a très largement été supérieure à la plupart des placements.
Hélas, ces belles occasions ont toutes disparu dans les 10 années suivantes, et avec elles, la possibilité d'investir intelligemment et à peu de risques. Cela étant, au plus bas de l'année 1970, de telles situations sont réapparues. Aujourd'hui encore, malgré la reprise du marché, il existe toujours quelques opportunités à saisir pour composer un portefeuille diversifié. L'investisseur actif confronté aux conditions actuelles des marchés a encore la possibilité de battre le marché. Dans la très longue liste des valeurs cotées, il y a nécessairement des titres considérés comme sous-évalués en regard de certains critères de valeur. Ces titres devraient avoir une performance meilleure à celle de l'indice Dow Jones ou d'un autre indice large. À notre avis, ce travail d'analyse n'est intéressant que si l'investisseur peut espérer une prime d'au moins 5% avant impôt sur la performance moyenne de son portefeuille en actions. Dans les chapitres à venir, nous allons proposer à l'investisseur actif plusieurs méthodes pour y arriver. Est-ce que je vous lis le commentaire sur ce chapitre? Ah, il est super long. Non, je ne vais pas vous le lire, parce que vous devez déjà plus en pouvoir. Elle fait combien de temps déjà cette vidéo? Où est-ce que je sais? Bon, bref, peu importe. Il est très intéressant, ce premier chapitre. Vraiment, je préfère la version anglaise, parce que je ne les ai pas relevés, mais j'ai des problèmes de traduction dans ce que j'ai lu. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires. C'est impossible à traduire des bouquins comme ça parfaitement. C'est une difficulté incroyable. Et il y a un autre, juste un petit commentaire que je voudrais faire, c'est que dans tout ce livre-là, on vous place dans un univers fermé où vous arbitrez entre des actions et des obligations, ce qui est très restrictif aujourd'hui, parce que vous mettez totalement de côté la détention d'or physique, vous mettez de côté l'immobilier, vous mettez de côté aujourd'hui les crypto-monnaies, tout ce qui est technologie blockchain, vous mettez plein de choses de côté. Donc quand il vous dit vraiment obligation, action, c'est vraiment ce qu'on a hérité de cette deuxième partie du XXe siècle sur le portefeuille, sur l'arbitrage entre actions et obligations. On ne peut plus tellement réfléchir comme ça aujourd'hui, mais tout ce qu'il dit sur la psychologie, c'est-à-dire que vous allez gagner aujourd'hui, non pas sur la valeur intrinsèque des entreprises, parce que les valeurs intrinsèques aujourd'hui sont bien inférieures aux valeurs, vous allez gagner en jouant contre la folie des hommes, contre la folie de la spéculation. Aujourd'hui, investir et construire son patrimoine, en 2021, ça passe forcément par jouer contre la folie humaine. Non seulement ce sont des investissements qui sont très rentables, qui demandent de travailler et d'être solide sur les appuis, parce que c'est jamais des investissements qui sont faciles à accepter au moment où on les donne. Généralement, c'est contre le marché, c'est contre les ambiances dominantes. Mais en plus, ce sont des investissements qui sont moraux. Jouer contre la folie, c'est bon, c'est sain. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà très longue. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi des pouces bleus, partagez-la, parce qu'il y a quand même un paquet de chapitres là-dedans. Et donc si vous voulez que j'aille jusqu'au bout, j'ai besoin de savoir que ça vous intéresse. Posez vos questions aussi. Il n'est pas du tout impossible que je refasse des vidéos derrière de commentaires de ces chapitres à partir de vos questions. Je ne sais pas si ça vous intéressait. Moi, j'ai très envie de partir un peu dans cette aventure. On est à la page 47 sur un peu plus de 400. Déjà un 10e, vachement bien. Donc voilà, dites-moi tout ça, dites-moi si ça vous intéresse et réécoutez. Surtout, vous n'aurez pas tout à la lecture, juste à écouter. C'est une première approche. Si vraiment ça vous intéresse, achetez et lisez. Ces bouquins-là aussi, c'est bien de les reprendre, de reprendre un chapitre, de reprendre des trucs de temps en temps. C'est pas pour rien que Warren Buffett dit que c'est sa Bible. Une Bible, ça se lit pas in extenso ou une fois dans sa vie, mais rarement. Après, on en reprend des passages. Et bien là, c'est pareil. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer le pas et à acheter ce bouquin-là. Je vous dis, ça paraît bizarre de travailler sur des choses qui datent de 1970, mais ça fait du bien un peu de faire un pas de côté et de se rendre compte de la manière dont on pensait à ce moment-là, de ce que vivaient les gens, et de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, on a les mêmes problèmes,
on fait les mêmes conneries, et on répète les mêmes choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à votre